Donc, je passe la parole à Madame Cléa Bloch, directrice adjointe du GHU Psychiatrie et Neurosciences de Paris. Et merci de nous dire quelques mots d'introduction. Merci beaucoup. Je suis très honorée que me soit cette année confié le soin de représenter donc, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences pour assurer l'ouverture de la journée et vous souhaiter la bienvenue. En qualité de directeur référent du pôle psychiatrie précarité de ce même GHU, qui regroupe donc plusieurs équipes mobiles psychiatrie précarité, une passe psy, des ateliers et chantiers thérapeutiques, ou encore la balance sanitaire du dispositif Chez Soi d'abord Paris, qui a été pérennisé récemment, j'ai pu me familiariser depuis un peu plus de 2 ans avec ce mode d'exercice si spécifique qui caractérise les EMPP. En effet, sur un territoire et dans une société où la précarité sont aussi présents et aussi évolutifs, les EMPP développent donc depuis les années 90 et 2000 des modes d'intervention spécialisés que je trouve tout à fait salutaires et qui suscitent de ma part une réelle admiration. À Paris, le rassemblement des différentes équipes mobiles qui existaient sur le territoire au sein d'un pôle psychiatrie précarité unique mais encore en construction me semble receler une forte promesse de synergie entre ces équipes qui ont à la fois une très grande connaissance du terrain et une grande expertise. Donc une expertise à mettre au service du public accueilli tout d'abord, mais aussi au service, pour ce qui caractérise notre établissement, des secteurs de psychiatrie générale ou encore des différents acteurs sociaux de la précarité et de l'exclusion. En matière d'expertise, j'ai l'impression que celle des EMPP est assez évolutive avec la nature du public accueilli et j'ai pu voir à la lecture du programme que c'était une question qui allait occuper une grande partie de la matinée. Pour ma part, je me réjouis d'avance d'assister à ces présentations parce que c'est une manière de montrer aussi comment les équipes qui sont en fait au devant des publics vulnérables qu'on accueille dans notre société restent en phase avec les enjeux. Et donc effectivement, depuis notamment 2015, mais en fait même antérieurement, l'afflux de réfugiés ou de différents types de migrations a transformé la composition du public accueilli en faisant prendre de l'importance à des questions qui existaient mais qui sont devenues plus prégnantes, comme l'allophonie, la nature des parcours migratoires ou encore les traumas subis qui demandaient donc à être traités. Et comme toujours, l'évolution du public, c'est aussi une évolution des pratiques, des modes d'intervention. C'est également une évolution du réseau partenarial. Cependant, à côté de ce public nouveau ou renouvelé, le public, entre guillemets, traditionnel, si je puis me permettre cette expression, des EMPP, reste quand même très présent. À Paris, l'année dernière, la 2e édition en février de la Nuit de la Solidarité, qui donc prévoyait, on peut critiquer la méthode, mais en fait un recensement du sans-abrisme dans les différents arrondissements de Paris, a au moins eu le mérite de mettre un coup de projecteur sur cette problématique qui reste quelque part désespérément aiguë. Donc sur ce, et en espérant ne pas vous avoir découragé, parce que je sais que vous êtes un public habitué à rester engagé, voire même combatif, face à de tels constats. Je vous souhaite une très bonne journée d'échange parce que je sais que ce type de journée pour des équipes de terrain est vraiment très importante pour penser votre intervention auprès de ceux dont la santé mentale et la situation d'exclusion les tiennent éloignés à la fois de leurs droits et des soins. Et je cède donc la parole au docteur Alain Mercuel, dont je sais l'énergie vraiment indispensable qu'il a consacrée à l'organisation de cette journée. Merci beaucoup, Madame Bloch. Alors, je vais essayer de retrouver ce que j'ai écrit ce matin. Alors, je pourrais, pour ouvrir cette journée, je pourrais débuter à la manière de Pierre Desproges, dans ses présentations habituelles. Madame la directeure ou Madame la directrice, qu'est-ce que vous préférez? Directeur, mais on pourra en débattre. Bon, d'accord. Monsieur le représentant de l'ARS Île-de-France, cher Xavier, chers collègues, chers partenaires, mesdames, messieurs, chers amis, enfin voilà, public, mon amour. Alors, en fait, je suis allé chercher l'introduction que j'avais rédigée à l'occasion de la première journée nationale des EMPP. Certains d'entre vous étaient là, 2007. On a pris des cheveux blancs, on a usé des chaussures, mais on est toujours là.
Et j'avais proposé à l'époque une introduction avec des remerciements, des excuses et un hommage. Dans le fond, peut-être que l'histoire des EMPP est bègue, comme toute histoire, et ce n'est donc pas dans ce lieu de notre ministère que nous allons stigmatiser un handicap, et donc je vais bégayer. Je lis ce que j'avais écrit à l'époque. Les remerciements, tout d'abord, à tous. Votre présence témoigne de l'intérêt que nous avons à nous rencontrer, à échanger et à peut-être se forger une identité. 12 ans plus tard, on en est là, à essayer de se forger une identité. Et nous en étions là seulement 2 ans après la circulaire. Je continue. Cet intérêt est débordant. En tout cas, il nous a débordés, nous les organisateurs amateurs que nous sommes. Alors je peux vous dire que nous n'avons pas pris un poil de professionnalisme depuis 12 ans. Ce matin, 6h50, coup de fil. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte du ministère? Alors, c'était le livreur de café. J'ai trouvé quand même que j'avais eu une sacrée promo. Enfin bon. Je remercie bien sûr toute l'équipe qui nous a aidés de Sainte-Anne, la direction de Sainte-Anne qui nous offre le café, voilà, puisque comme vous avez pu le remarquer, cette journée est totalement gratuite, mais elle a nécessité quand même un engagement de notre part. Le service de communication qui nous filme toute la journée sur la tribune, donc ceux qui ne pourront pas être là ou qui ne seront pas là, ou qui n'ont pas pu être là, eh bien, pourront regarder les présentations sur le site du GHU. Le service de communication et puis le pseudo-comité d'organisation qu'on a essayé de mener qu'à un cas. Je les remercie. Bon, voilà, les remerciements, check. L'introduction se poursuivait par des excuses, ensuite devant notre amateurisme, je viens d'en parler. Ah oui, pour le programme, on en est à la 43e version du programme, devant les aléas des uns, les hésitations des autres, les tourments des troisièmes et les annulations, y compris d'hier soir, où je vais remplacer au pied levé Ève Leblanc pour la 2e table ronde de cet après-midi. Des excuses aussi pour les passes en milieu psychiatrique qui ne sont pas forcément affichées comme telles dans cette journée. Il ne faut pas qu'elles se sentent délaissées, hein, mais il y a des congrès des passes, il y a des coordinateurs de passes. Certaines passes en milieu psychiatrique sont complètement fondues dans les EMPP, dans certaines régions, dans certaines villes. D'autres ont préféré bien séparer ces actions, les unes étant tournées vers la rue pour les EMPP, les autres étant tournées vers les établissements pour les passes. En tous les cas, les passes, nous sommes très heureux de travailler avec elles. Les excuses, check. Ensuite, je poursuivais cette présentation de la journée par un hommage à Xavier Emanueli, voilà, qui, ben oui, c'était en 2007, tu te rends compte, on a pris, voilà, qui après avoir défriché le terrain nous a quand même pas mal boosté pour que nos équipes soient efficaces et soient reconnues. Xavier, merci de ta présence encore aujourd'hui. Bah, tu étais obligé, bien sûr. Oui. Alors, quel est l'intérêt de cette journée, si ce n'est de la première journée en 2007, hein, si ce n'était de démontrer aux autorités de tutelle, comme on dit, que les équipes existent. Et donc en 2007, j'écrivais « Les financements, les enveloppes n'ont pas été détournés de leur but initial ». Mais pour ne pas être détournés, faut-il encore que ces financements et enveloppes partent du ministère. Or, en 2019, les financements sont là, mais comme on pouvait l'anticiper, les EMPP servent souvent de variable d'ajustement financier dans certaines équipes ou dans certains établissements qui déploient une équipe mobile généraliste ici, alors que les financements devaient desservir plutôt les précaires, qui s'orientent vers une équipe d'addictos, parce que bien sûr, hein, tous alcoolos, donc autant faire une équipe d'addictos. L'aggravation des précarités des patients, ils sont tous précaires sur le secteur, donc l'argent donné pour les précaires, pour le MPP, il va aller sur le secteur.
Bref. Et puis, on en revient à notre identité, l'utilisation un peu abusive d'une fonction de sous-traitance des EMPP par les secteurs. Donc là aussi, il y a des choses à travailler sur notre identité. Bon, mais ça, c'est une autre histoire, c'est notre histoire, notre évolution, comme les interventions de cette journée vont démontrer leur pertinence notamment. Voilà, pour finir, j'écrivais encore, si un jour le secteur venait à disparaître par empolisation successive, 2007, découverte biologique ou psychologique fantastique, schizocoque, psychothérapie de la perversion, molécules de la resocialisation. On imagine pour nous les EMPP d'avoir un petit bimoteur qui passe au-dessus des villes et faisant un épandage d'ocytocine qui permettrait à nos SDF de retrouver un peu de lien. On peut tout imaginer. Et bien même si le secteur disparaissait, je pense que nous serions les derniers à le représenter et à tenir l'étendard. Et je pense que 12 ans plus tard, c'est encore plus vrai. J'y crois toujours. Et le secteur 2.0, s'il devait exister, sera mobile ou ne sera pas. Et mobile au sens de l'éthique de l'aller vers, ce que nous faisons, au sens aussi de la mobilité psychique dont nous allons avoir aujourd'hui un véritable feu d'artifice. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Monsieur Ginaud, à vous. J'ai donc toujours du filetage de représenter l'administration, donc la tutelle, donc le pire des rôles dans ces affaires-là, et en plus d'essayer de ne pas trop redire ce qui a été juste dit avant moi. Donc d'abord vous remercier au nom de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Alors je suis un peu désolé parce que j'ai l'impression qu'on est qu'un très francilien là, et que du coup j'ai quand même essayé de 120 équipes. Non mais là oui. Voilà, bon bref. Donc je voulais vous remercier, vous prendre mes excuses parce qu'une réunion sur laquelle je suis convoqué de un peu d'autorité par le préfet m'amène à quitter à 10h votre séance, mais l'agence aura des otages dans la salle et qui sont tout à fait susceptibles j'espère, de nous raconter ce que vous allez discuter. Alors, juste, je voudrais vous dire que pour l'ARS Île-de-France, et je pense pour mes collègues des autres régions aussi, mais en tout cas pour l'ARS Île-de-France, la question des MPP est vraiment une question qui, pour nous, n'est pas une question résiduelle, marginale, c'est une question qui est vraiment au centre de notre stratégie régionale de santé, si je peux employer ce grand mot un peu galvaudé. Parce que d'une part, les questions auxquelles vous confrontez sont pour nous des questions qui sont au centre des enjeux régionaux. Vous savez que l'Île-de-France est une région extrêmement riche, mais c'est la région la plus inégalitaire en termes de santé d'Europe, c'est-à-dire que les écarts sont absolument colossaux et sans équivalent dans les autres régions européennes, et que les questions d'inégalité, ça inclut évidemment la grande précarité. Et puis, je vais aussi dire quelque chose qui peut-être vous paraît évident, on fonce une porte ouverte, mais qui, je vous l'assure, n'est pas aussi évidente que ça dans l'ensemble du système de soins. C'est que les questions de grande précarité en Île-de-France ne sont pas marginales. Elles sont massives, elles touchent des fragments de la population extrêmement importantes, des questions croissantes. Je rappelle que chaque nuit, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont hébergées par l'État dans les hôtels, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont hébergées par l'État dans des résidences, et que quelques milliers commencent aujourd'hui à dormir dans les rues, faute d'être hébergés, y compris des femmes et des enfants, ce qui est un phénomène, je le répète, qui dans la réalité n'a jamais eu cette situation massive en Île-de-France. Donc j'insiste, tout ça vous le savez. Juste, je voudrais, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il faut que vous sachiez que ce que vous savez, tout le monde ne le sait pas, et que peut-être cette question de la centralité, les questions de la précarité dans la dynamique de l'Île-de-France, c'est une question qui est majeure. Et puis la question du aller vers, qui est celle qui préoccupe fortement vos pratiques, est évidemment une question qui pour nous est tout à fait décisive dans ce qu'on souhaite voir évoluer au sein du système de soins et au sein de manière générale du système de santé. Alors, le deuxième point, c'est que les questions de travail sont aussi emblématiques par l'évolutivité qu'elles caractérisent. Alors, on a parlé, je ne vais pas revenir sur la question de l'évolutivité des problèmes des migrants, des personnes migrantes dont les parcours sont toujours plus différents, toujours plus violents, toujours plus massifs. Mais je pourrais citer de la même manière la question qui pour nous est absolument décisive en Île-de-France, qui est la question des femmes qui sortent de maternité, des femmes enceintes ou femmes sortant de maternité sans logement. Je rappelle que dans certains établissements, c'est parfois jusqu'à 20% des accouchements d'une année qui représentent des femmes qui sortent sans logement avec des nouveau-nés. Donc un phénomène qui est absolument cataclysmique. Enfin, je ne veux pas faire mon catastrophisme, enfin, mais qui est vraiment quelque chose qui
nous pose des soucis majeurs et qui, quelque part, je interroge aussi les pratiques des EMPP, et puis la question très prégnante en Île-de-France des mineurs non accompagnés. Alors, sur ces 3 exemples-là, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que pour nous, la politique publique, et du coup, j'imagine, vos pratiques, sont prises dans une espèce de tension entre tout le temps s'adapter, trouver des systèmes qui correspondent à l'émergence de nouvelles formes de précarité, de nouvelles modalités, et en même temps, ne pas segmenter, ne pas cloisonner, créer quelque chose qui soit à la fois évolutif et en même temps universaliste. Et ça, c'est cette contradiction sur laquelle nous, à l'agence, on essaie de travailler et on a vraiment besoin de votre expertise. Et puis, ces questions sont emblématiques pour un autre sujet, c'est que, vous l'avez un peu abordé, Alain, j'en dirai aussi un mot dans une seconde, c'est le fait que la capacité d'innovation que vous êtes en permanence en train de déployer est une capacité d'innovation qui, pour nous, est décisive pour 2 raisons. D'une part, parce que je pense que, là encore, je suis obligé d'enfoncer de portes ouvertes et de faire un peu tarte à la crème, mais ça ne fait rien, c'est le job. Je crois que le service public tient sa noblesse et tient sa légitimité démocratique du fait qu'il est en permanence en capacité d'évoluer et de s'adapter, et qu'il n'a pas besoin de demander des autorisations, qu'il n'a pas besoin de chercher des réglementations, qu'il doit, chaque fois que possible, prouver, et ce que vous faites tous les jours, sa capacité à aller au plus près des nouveaux problèmes. Et le deuxième point sur lequel le directeur général Aurélien Rousseau, qui aurait adoré ouvrir votre journée, mais qui, lui, est déjà en préfecture, ce qu'il aurait aimé dire, c'est le fait que l'innovation, quand elle est portée en direction des personnes les plus précaires, est une innovation qui, en général, bénéficie à l'ensemble du service public. C'est-à-dire tout ce qui est inventé, tout ce qui est fait en direction des personnes les plus en difficulté est quelque chose qui permet, d'une manière générale, de faire avancer, de tirer vers l'avant l'ensemble du système de santé. On l'a vu récemment avec ce qui a été mis en place autour des questions des bilans infirmiers des personnes migrantes. Donc, je pense que cette question de comment est-ce que vos avancées nous permettent de bouger tout le système est une question qui, pour nous, en elle-même, justifie aussi l'attention qu'on porte à votre secteur. Je voudrais juste terminer avec 5 petits messages pour lesquels j'ai mis dans les ordres, du coup je suis obligé de reprendre mon papier. Le premier point qui a été un tout petit peu abordé, je crois, que je sens en filigrane dans ce que vous avez dit, ou peut-être plus qu'en filigrane, c'est le fait que pour nous, la double spécificité des MPP, c'est-à-dire le fait qu'elles soient mobiles et qu'elles aillent en direction des personnes les plus précaires, ça ne doit jamais signifier que les autres éléments du secteur public ni doivent se engager des personnes précaires, ni doivent se désengager de la mobilité. La spécificité du secteur tel qu'il est organisé depuis la loi sur le secteur, tel qu'il continuera à porter pour nous ces valeurs, c'est une spécificité d'universalité, d'adaptation au public et de mobilité à travers l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place. Je crois que c'est vraiment important de se dire que chaque dispositif qu'on crée, que ce soit les MPP, que ce soit les contrats locaux de santé mentale, que ce soit etc., doit permettre de renforcer le sens du secteur et de ne pas l'appauvrir. Donc c'est pour nous un élément que nous portons beaucoup auprès des responsables du secteur chaque fois que nous avons l'occasion. Le deuxième point sur lequel je voudrais juste dire un mot, c'est le fait que vous êtes, je crois, comme beaucoup d'autres praticiens, confrontés à la question de la traduction de l'interprétariat, qui aujourd'hui prend une dimension qui ne peut plus, à laquelle on ne peut plus répondre par des bricolages, puisque souvent quand même c'est un peu ce qu'on faisait, quand même des bricolages les uns et les autres, et qu'il est probablement nécessaire, il est nécessaire d'avoir, et nous avons engagé une réflexion publique sur quelle peut être la politique publique de prise en compte de la traduction de l'interprétariat, parce que si on ne s'affronte pas à cette question-là, de toute façon, tout le reste sera voué à l'échec. En santé mentale, évidemment en premier plan, mais le problème n'est pas foncièrement différent dans les autres disciplines. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, que vous n'avez pas abordé, c'est la question qui pour nous est une question trop sous-estimée, qui est la question de la démographie médicale. La démographie médicale des professionnels de santé. Si on n'arrive pas à prendre cette question de fond, on pourra toujours mettre des moyens, il n'y en a pas assez, je l'entends, on pourra toujours déployer des politiques qui ne sont pas encore au niveau, je l'entends aussi, mais je crois que cette question-là n'est pas affrontée de face, nous allons à l'échec. L'exemple de la santé scolaire est un parfait exemple. Ce n'est plus la peine de réclamer des postes, les médecins n'y viennent pas. Donc, d'une certaine façon, si on veut éviter ce type de questionnement, il faut qu'on travaille ensemble à la fois sur l'attractivité des pratiques, l'attractivité des formes novatrices que vous développez, et aussi sur probablement les relations entre les différents corps professionnels, entre différents métiers, entre les médecins et les autres. Le quatrième point, je vais essayer d'être beaucoup plus rapide, c'est sur le fait que, puisque je me suis engagé à tenir 10 minutes et que je pense que j'ai déjà explosé, le quatrième point, c'est le fait que pour nous, il est vraiment majeur que les EMPP puissent
puissent être mieux appropriées, mieux connues, que leur activité puisse être mieux identifiée. Vous avez dit que vous aviez, j'essaie de reprendre votre expression, vous étiez en train de forger votre identité. Alors, je vous rassure, pour l'ARS, l'identité des EMPP, elle n'a pas besoin de forger. Elle est largement connue, elle est, voilà, c'est ce sur quoi on s'appuie quand on veut réfléchir, ce sur quoi on sait à quoi on peut faire appel. Je pense que l'action est moins pour nous de forger votre identité que de mieux la faire connaître, de mieux la faire partager. Ça passe par des rapports d'activité qui soient plus diffusés, qui soient plus standardisés, qui permettent une lecture peut-être plus homogène et plus partagée. Et puis ça passe aussi, et c'est le dernier point, par le fait que je crois qu'il faut que les EMPP, et je sais que c'est compliqué avec les charges de travail que vous avez, les EMPP soient peut-être plus inscrits dans ce que j'appellerais l'arène publique, c'est-à-dire que vous participiez au débat public, que vous soyez peut-être plus exigeants à l'égard des collectivités locales, plus exigeants à l'égard de l'inscription dans les conseils locaux de santé mentale, les contrats locaux de santé, dans l'ensemble des dispositifs qui finalement ancrent le système de soins dans les territoires. Aujourd'hui, il y a de nouveaux dispositifs qui vont être créés avec les CPTS, avec les dispositifs d'appui à la coordination. Tout ça peut paraître relativement loin de vos préoccupations, mais nous sommes extrêmement attachés au fait que les dispositifs en direction des personnes les plus précaires, des dispositifs spécialisés, des dispositifs qui font de l'aller vers, puissent revendiquer l'appui que doivent leur apporter, comme aux autres professionnels, les dispositifs de coordination, les dispositifs de structuration du système de santé. Et ça passe par le fait que vous soyez, je le redis une dernière fois, peut-être davantage, c'est, je crois, la responsabilité aussi de l'agence, à laquelle nous allons essayer de souscrire de manière plus explicite, plus dynamique, que vous soyez plus engagés dans ce que j'appelle l'arène publique, c'est-à-dire dans le débat citoyen, dans le débat tel qu'il se mène dans chacune des instances dans les territoires. Voilà, je vous remercie. J'espère vous essayer de vous convaincre que, en tout cas, l'ARS Île-de-France, mais j'en suis sûr, tous mes collègues des autres régions aussi, sont profondément persuadés, non seulement de l'identité des EMPP, mais de leur rôle fondamental, de la nécessité de les sanctuariser, de les développer et de les voir prospérer, si j'ose dire. Merci, ça nous fait du bien d'entendre ça. Bon, maintenant, on verra sur le terrain. Xavier, quelques mots pour nous aider à poursuivre 2 ou 3 décennies de plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de SDF. Un petit peu rêvé. Oui, bonjour, j'ai été convoqué par Alain Merquel en tant que grand ancêtre, c'est bien ça que tu m'as dit, pour rappeler justement les problèmes d'identité et la place qu'a pris Merquel dans cette identité. On se tait, je parle. Vous êtes que vous le vouliez ou non, les fils du SAMU social. Le SAMU social a été fondé, j'ai eu de la chance, en novembre 1993. Et si ça s'appelle SAMU social, c'est sur le modèle SAMU, auquel j'avais participé il y a très longtemps, auprès d'un patron anesthésiste réanimateur qui s'appelait Pierre Huguenard. Et l'idée révolutionnaire à l'époque, c'était l'hôpital hors les murs. C'est-à-dire qu'on n'attendait plus que les malades, les accidentés arrivent cas à cas avec plus ou moins de chance vers l'hôpital qui n'était pas du tout organisé pour. Il fallait que l'hôpital s'organise pour aller à la rencontre des gens. Ce aller vers est très vieux. Il date de 70, il date des années 70, qui eux-mêmes l'avaient appliqué aux médecins militaires. La notion d'aller vers, me semble-t-il, est une notion fondamentale dans notre pratique. Le SAMU a eu des difficultés à s'installer parce que notre pratique, notre corporation est très conservatrice. Et les choses nouvelles ont du mal à s'exprimer. Le SAMU a eu un mal fou. Ses pires ennemis, c'était les médecins. Et je dois dire que le SAMU social a eu un mal fou à s'exprimer, surtout pour cette clientèle. Quand j'ai proposé au ministère, je voulais le rappeler, c'est une anecdote, le schéma SAMU social, j'ai été reçu, c'est vrai, j'étais Médecins sans frontières, on m'a reçu. Et avec la techno de service, qui m'a regardé bien dans les yeux, puis il m'a dit « Docteur, nous ne ferons pas votre système. Il coûte cher,
et vous allez faire apparaître, et coûtera cher, vous allez faire apparaître une population que nous ne saurons pas gérer. Donc, il y a ce préjugé d'aller vers les gens qui sont les plus désinsérés, les plus défavorisés, les plus cinglés, ça ne vaut pas le coup. Et c'était un épiphénomène. D'abord, il y avait la police, hein, la BAPSA, ça suffit bien, qui amenait ça à Nanterre. Entre parenthèses, il y avait aussi une notion en psychiatrie qui essayait de s'imposer, c'était la sectorisation. Et quand j'amenais ces gens étranges, qui n'avaient même pas la notion de leur corps, qui avaient des lésions mais incroyables, des ulcères géants qui allaient jusqu'à la peau névro, jusqu'à l'os, et qui ne se plaignaient pas parce qu'ils ne connaissaient plus leur corps, ils n'avaient plus accès à leur corps. Et j'avais demandé à un psychiatre, c'était pas toi, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il dit d'abord le seuil de la douleur est augmenté, donc ça leur est égal. Et la deuxième chose, mais dis-moi, où les a ramassés tes mecs? Ben, j'étais un peu partout dans Paris. Et nous, on est dans les Hauts-de-Seine, je crois. C'est pas notre secteur. Alors, c'est vrai qu'on a vu les limites de notre pratique, parce qu'on a des présupposés qui deviennent un peu la doctrine. Toujours est-il qu'avec le SAMU social, dans la rue, on a rencontré une catégorie de... Ce n'est pas des clochards philosophes avec leurs litrons et tout ça, c'était des gens profondément atteints et avec lesquels le contact est extrêmement difficile. Je voudrais rendre hommage, et il m'a rendu hommage, je vais rendre hommage à Merkel quand même. Il s'est déplacé. Il est venu il a découvert une catégorie de gens avec un néologisme, les SDOUF. SDF est fou. Les SDOUF. Il faut lire un livre capital qu'il a écrit sur les SDOUF. Et il nous a vraiment beaucoup aidé à comprendre. J'avais créé des lits infirmiers pour les gens malades, trop malades pour rester dans la rue, pas assez malades pour être à l'hôpital. Et ça a été son terrain d'exercice. On avait dit, ils sont là pour 15 jours, ils restaient beaucoup plus longtemps. Et là, il a pu suivre des gens. Il y avait un psychiatre qui m'avait dit, mais qu'est-ce que c'est? On ne peut pas faire de la psychiatrie dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut un bureau, il faut parler calmement, enfin, bon bref. Ils ne sont pas jetés avec enthousiasme. Les psychiatres, c'était trop différent comme présupposé. Il l'a fait et ça a été une découverte. J'ai créé un service, justement, parce que j'avais de judicieux conseils, qui s'appelait Psychiatrie et précarité à l'hôpital Esquirol. Et là, il m'a aidé à monter ces équipes mobiles. Il faut dire que les infirmiers psychiatrie, nouvelle mode, c'était plus des infirmiers spécialisés, ils ont été enthousiastes et ils ont fait un boulot remarquable. Ce que vous faites tous les jours. Une consultation, c'est lent. Et puis, il ne faut pas être désespéré. Sous le souterrain des Halles, il y avait un type qui ne bougeait pas, qui n'avait jamais bougé. Tu t'en souviens? C'était un grand schizo. Ils ont mis, mais peut-être des mois et des mois à l'aborder. Et un jour, ils n'ont pas guéri sa schizophrénie, mais ils l'ont sorti et ils ont pu le mettre dans les circuits. Ce que vous faites, dans le fond, ce contact patient, méticuleux, habile, oui, c'est vrai qu'il y a des codes qui ne sont pas les mêmes. On est dans un endroit différent, pas dans un bureau. Mais d'abord, c'est un espoir qu'on apporte, et puis ensuite, on arrive à toucher des gens. Et comme le disait tout à l'heure monsieur de l'ARS, le paysage de la psychiatrie a profondément changé, mais profondément. Et autour de ça, il y a aussi une violence qui ne rend pas facile l'approche. Il y a aussi un scepticisme autour de votre travail. Et on n'est pas au paradis, il manque aussi d'argent tout le temps. Je voulais vous rappeler
la notion de santé que tout le monde rabâche, qui date de 1949 de l'OMS, un état de complet bien-être, non seulement mental ou psychique, non seulement physique, psychique et social. Et personne ne travaille en transverse. Au SAMU, où j'ai passé ma vie professionnelle, on ne fait que l'urgence, la santé. Moralité, le système devient obsolète. Les urgences ne marchent plus. Parce qu'on ne fait que le physique. Il ne faut pas faire que le physique. Le social est une composante de la santé. On l'a oublié, ça. Comment on fait? Et bien entendu, le psychisme. Donc c'est une vue d'ensemble, et vous en faites partie. C'est un outil prodigieux. Maintenant, à notre époque, seule la mobilité peut être efficace. Non seulement dans la rue, mais je pense aux personnes âgées isolées, à la folie dans la solitude des appartements. Comment les atteindre? Tout le monde connaît les Diogènes, tout ça. C'est autre chose que la rue. La mobilité va aller jusque-là. Je le prédis. Mais merci de m'avoir invité. J'ai vu la montée de cette façon clinique, logique de travailler. Le dévouement que ça représente d'être en dehors des murs rassurants, de travailler en équipe. Ici, c'est une aventure. C'est pour ça que moi, je vous félicite de continuer à travailler. Je ne suis pas sûr que ce soit des conditions très confortables pour avoir accompagné de temps en temps des camions. Aussi, je suis très content d'avoir dit ces quelques mots sous l'autorité bienveillante d'Alain. Et tout se passera maintenant dans une grande mobilité. Le monde change. On a une époque prodigieuse, ces migrations qui sont mal décrites. On arrive, c'est des sociologues géniaux qui ont dit, c'est la tectonique des peuples, ça bouge dans tous les sens. Comment voulez-vous avoir des certitudes? C'est un enthousiasme, une époque enthousiasmante où il y aura tout à créer. Merci.